Merci de vous être déplacés cet après-midi. Il fait beau dehors, mais bon. Je vais essayer d'aller à travers bon, un des aspects de la lutte antidopage, un des aspects du dopage, c'est forcément les produits qui sont utilisés. Je voulais d'abord, disons, me présenter, qui est rattaché à l'Institut de médecine légale. Et ce laboratoire est accrédité par l'Agence mondiale antidopage ainsi que le service suisse d'accréditation. Nous sommes dans le monde 34, ça dépend en fait les pertes d'accréditation. Hein. Si un laboratoire travaille mal pendant un certain temps, il risque de perdre son accréditation. Et voilà. Vous voyez qu'en Europe, il y a pas mal de laboratoires ici en Europe. En Afrique, il y en a 2, bien que Tunis, justement, a quelques problèmes ces temps, enfin depuis la Révolution. Quelques-uns aux États-Unis, il y en a en Asie, mais par rapport à la population d'athlètes en Asie, relativement peu de laboratoires et en Australie. Maintenant, voilà, les produits utilisés. Alors, la liste des produits est très importante et je ne vais pas vous parler de tous les produits, mais juste pour vous parler de cette liste des interdictions telle qu'elle a été mise sur pied dans un premier temps par le CIO. La lutte antidopage était gérée par la commission médicale du CIO jusqu'en, disons, dans les années 2000, hein, après le fameux Tour de France en 98, l'affaire Festina et le scandale de corruption au sein du CIO pour la nomination de Salt Lake City pour les Jeux de 2002, finalement, les gouvernements, avec le mouvement sportif, s'est mis ensemble pour créer cette agence mondiale antidopage. Et le premier des chantiers qui avait été mis en place dans les années 2000, c'était de définir cette liste des interdictions. Il y avait toujours beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui est interdit, quelle est la définition du dopage. Et 3 critères, finalement, sont ressortis, 3 critères assez évidents, en fait. Dans un premier temps, c'est l'amélioration de la performance sportive. Alors c'est simple, c'est assez intuitif, mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours facile de démontrer qu'un produit a un effet d'amélioration artificielle de la performance sportive. Malgré tout, il y a quand même certaines évidences, d'autres qui le sont un peu moins, mais c'est une des définitions importantes et surtout importante pour le mouvement sportif. Le deuxième critère très important que plutôt l'aspect gouvernemental, plutôt la société civile a apporté dans ces interdictions, c'est le fait qu'il y ait un risque réel ou potentiel pour la santé des athlètes. Donc, souvent, quand on parle du dopage, on s'arrête au premier critère. Il faut savoir que le deuxième critère existe. Et quand il y avait les discussions sur la création de cette liste au début des années 2000, la question principale qui est ressortie, c'est qu'en est-il des drogues sociales? Qu'en est-il du cannabis? Vous verrez que le cannabis appartient à la liste. Et finalement, on a réglé le problème de manière un peu artificielle, c'est dont l'usage est contraire à l'esprit sportif. L'esprit sportif, c'est évidemment une définition que chacun va faire différemment, mais l'esprit sportif, c'est dire que si on utilise une méthode ou un produit qui puisse dégrader l'image du sport, l'esprit du sport, tel que la société, le mouvement sportif, mais la société civile se représente. Si on l'utilise, c'est contraire à l'esprit sportif et donc c'est du dopage. Dans le fond, parmi ces 3 critères, hein,
la performance, le risque pour la santé et puis l'esprit sportif, deux de ces critères doivent être remplis. C'est pour ça que le cannabis, sous la pression des Américains essentiellement, mais c'est pour ça que le cannabis est resté dans la liste des produits interdits, parce que dans le fond, on considère que le deuxième critère et le troisième critère sont remplis. Ces deux critères permettent l'introduction de ce produit. Maintenant, dans la réalité, cette liste se compose d'un certain nombre de familles de produits. Donc on a les agents anabolisants, hein. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Contador, le clenbuterol. Le clenbuterol n'est pas un stéroïde anabolisant, mais c'est un agent anabolisant. Donc c'est un produit qui va permettre l'anabolisme, la construction de la musculature. Les hormones et apparentés, surtout ce que l'on peut de cette famille-là mettre en évidence, ce sont les deux hormones principales dont on parle beaucoup encore actuellement dans la pratique de dopage, c'est l'EPO et l'hormone de croissance ici. Voilà, les bêta-2 agonistes, c'est les anti-asthmatiques. Vous avez des anti-œstrogènes qui sont... Ouais, il y a beaucoup de subtilité dans la pharmacologie. Dans ce cas-là, par exemple, on utilise des anti-œstrogènes pour améliorer l'efficacité des agents anabolisants. Certains préparateurs, certains athlètes, mais surtout les préparateurs, les pharmacologues et les médecins qui les entourent connaissent très bien les effets synergiques de toutes ces substances. Et puis les diurétiques et les agents masquants, de moins en moins, je dirais, de moins en moins utilisés comme agents masquants. Les diurétiques existent encore, il y a des cas positifs, parce que surtout dans les catégories, dans les sports où il y a des catégories de poids, mais dans les sports comme par exemple la gymnastique féminine est un des sports qui présente le plus de cas positifs aux diurétiques parce que, évidemment, ça permet de diminuer également la masse grasse, ça permet de sécher la musculature et donc on retrouve ces produits. Et puis, tous ces produits-là sont toujours, en tout temps, sont interdits, y compris dans les contrôles hors compétition, alors que pendant la compétition, il y a un certain nombre de substances supplémentaires qui sont recherchées. Donc, quand je dis pendant la compétition, évidemment, les contrôles sont faits juste après la compétition, mais les stimulants, par exemple, les stimulants comme les amphétamines, hein, l'éphédrine, les amphétamines typiquement, la cocaïne, les stimulants sont interdits en compétition. Ils ne le sont pas hors compétition, bien qu'il y ait un petit problème parce que les techniques actuelles de détection de ces produits-là sont tellement fines et tellement sensibles qu'on va retrouver des traces pendant des jours, souvent, de ces produits-là. Il n'empêche que c'est effectivement une interdiction pendant la compétition. Les autres, comme les narcotiques, le cannabis produit beaucoup de cas positifs. Pourquoi? Parce que le cannabis reste dans l'urine pendant très longtemps. C'est une substance qui va s'accrocher disons, au tissu adipeux, hein, aux matières grasses du corps, et donc un produit qui va être relargué par l'urine pendant plusieurs jours et plus longtemps, par exemple, que les stimulants. Et puis les corticostéroïdes, c'est ces anti-inflammatoires stéroïdiens qui peuvent avoir des effets secondaires un peu similaires aux stéroïdes, et c'est pour ça qu'ils sont interdits. Et il y a des méthodes. Dans les méthodes, la transfusion, autologue, ça veut dire son propre sang conservé dans un frigo et qui, après quelques semaines, est réinjecté, reperfusé. C'est une méthode qui est interdite. Bien sûr, un sang compatible venant d'une autre personne. On a assez vite compris, après les cas de Tyler Hamilton ou Vinokourov, par exemple, qui l'ont fait, que c'était une méthode très facile à détecter. Et donc, sur le terrain maintenant, on sait qu'il y a des transfusions autologues, et pour l'instant, il n'y a pas de méthode de détection vraiment efficace par rapport à ça. Le dopage génétique est interdit, bien que ce soit difficile de pouvoir le caractériser.
est difficile de le détecter. On ne sait pas vraiment si on a du dopage génétique sur le terrain maintenant. L'alcool et les bêta-bloquants, c'est dans certains sports. Hein. L'alcool dans tous les sports motorisés, par exemple. Les bêta-bloquants, c'est ces produits qui vont vous permettre de baisser le rythme cardiaque, donc d'améliorer la concentration. Donc dans le tir à l'arc, ces sports de concentration, on aura ces produits interdits. C'est juste, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, hein. Je ne voulais pas être trop technique cet après-midi, mais juste pour vous donner ça, c'est des statistiques qui sortent chaque année, ça prend toujours un certain temps. Et c'est vrai que là, c'est 2008, mais on est toujours dans cette configuration avec beaucoup de stéroïdes anabolisants qui sont retrouvés. Ces statistiques sont des statistiques de laboratoire. Hein. On les sort des résultats positifs, finalement, qui sont détectés dans les laboratoires. Il faut savoir que ça ne veut pas représenter forcément la prévalence de ces produits sur le terrain. Les stéroïdes anabolisants sont certainement les plus faciles à détecter par rapport, si on regarde les hormones, je vous parlais des hormones et des substances similaires, c'est là qu'on trouve les PO, c'est là qu'on trouve l'hormone de croissance. En 2008, il y avait 106 cas. Le directeur de l'Agence mondiale antidopage a dit, voilà, cette année, non, en 2010, il n'y en avait que 36, sauf erreur, alors que c'est une substance, les PO par exemple, qui est encore très utilisée. Il y a une autre façon finalement de connaître un peu mieux ce qui est utilisé sur le terrain, c'est les confessions. Bon, là, j'ai toujours plaisir de montrer le bouquin de Erwan Manteour. Je l'ai mis, c'est lors des tests sanguins tels qu'on les avait mis en place en 1997 au départ du tour de Paris-Nice. Erwan Manteour, en fait, a été le premier inapte, le premier à être sorti de la route, sorti de la compétition. Il avait une hématocrite de 57. Son hématocrite naturelle, normale, on la connaît, elle est aux alentours de 46-47, en fait, à Erwan Manteour. Et donc, bien sûr, sur le moment, il avait nié l'utilisation de l'EPO. Dans son bouquin, il l'a décrit de manière assez impressionnante. Quand il avait 57%, il utilisait des doses faramineuses d'EPO. Évidemment, malgré qu'il ait dit que jamais il s'injecterait des hormones. À travers ces confessions, à travers des programmes de dopage, il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits et donc il n'y a aucun doute par rapport à une plus grande utilisation des produits que les statistiques le montrent. Ça, c'est un cycliste, Manzano, qui, je crois, dans un journal espagnol, avait fait une description exhaustive de tous les produits qui se trouvaient dans le camion de l'équipe, hein, plus ou moins. Alors, sans aller dans les détails, bon, il y a tous les anabolisants qui étaient là, tous les types d'EPO, les corticostéroïdes, un certain nombre de produits qui ne sont pas interdits, mais disons, il y a à côté des produits interdits une pharmacie très impressionnante et toutes sortes d'autres choses. Ça, c'est la famille des facteurs de croissance, l'hormone de croissance, encore une fois, étant vraiment présente sur le terrain. Ça, c'est l'affaire Puerto, dont on a entendu parler à nouveau, hein, vous savez, en Espagne. Dépendamment des juges qui s'attaquent à ces histoires, des mesures différentes sont prises. Et, bon, le docteur Fuentes, évidemment, c'est une personne qui conservait ou qui avait mis en place un système de conservation des poches de sang pour pouvoir pratiquer à n'importe quel moment, sur n'importe quelle course, les transfusions. Mais à côté de ça, bon, il y avait un certain nombre de produits qui sont faits pour la régénération et pour également diluer le sang, hémodiluer. À côté de ça, ce qu'on retrouvait, et ce n'est pas étonnant pour nous, les produits phares dans le dopage, c'est quoi? C'est de la testostérone,
de l'EPO, des hormones de croissance, la caféine est encore là, l'insuline, hein, ces produits qui sont utilisés par les diabétiques, sont présents sur les sports d'endurance. Et finalement, ça montre que si l'on prend ici les EPO et les hormones de croissance, ce sont des produits qui actuellement sont très peu détectés. Ils sont détectables, mais ils sont très peu détectés parce que, d'une part, l'origine de ces produits, ce n'est plus les maisons pharmaceutiques phares des pays occidentaux. Il y en a en Chine, il y en a en Russie. L'EPO, en 2004, il y avait 2 formes qui étaient autorisées sur le marché officiel. Maintenant, il y en a plus de 100 formes différentes, fabriquées par génie génétique, par des laboratoires plus ou moins compétents, disons. Certaines de ces EPO sont certainement dangereuses puisqu'elles ont été mal purifiées, donc on peut se retrouver avec des restes de la production qui doit produire des effets un peu particuliers, mais malgré tout, ça existe et on a de la peine à les détecter. Maintenant, pour quand même aller à travers quelques-uns de ces produits phares, la testostérone, les analogues, donc les stéroïdes anabolisants, pour vous dire que ça existe sous toutes sortes de formes. Voilà, ça c'est des patchs, il y a des pilules, il y a bien sûr des injections, il y a toutes sortes de formes qui se trouvent sur le marché. Bien sûr, dans les effets recherchés, c'est comme vous aimeriez tous être, certainement, c'est-à-dire la masse musculaire qui va augmenter, vous donner des muscles comme ceci. Anabolisant, c'est vraiment production des protéines et essentiellement pour augmenter cette musculature. Mais il y a d'autres effets. La testostérone, vous le savez bien, c'est un produit qui va être sécrété notamment à l'adolescence chez le garçon. Et 2 aspects sont stimulés, l'anabolisme, hein, la construction finalement de la musculature, et puis l'androgénisme qui, pour une personne normale, va produire ce fameux fighting spirit, va produire une certaine agressivité et surtout, on le sait, va permettre une meilleure récupération après l'effort. Bon, l'Endis, là c'est Justin Gatlin qui ont été pris par des anabolisants et qui recherchaient essentiellement ça. Sur le marché maintenant, évidemment Internet existe, donc je ne vais pas vous dire d'aller acheter ces produits. En général, ce n'est pas noté qu'il y a de la testostérone, mais bon, il y a juste 2 ou 3 petits signes qui nous permettent de le savoir. C'est un marché absolument incroyable qui, en tout cas, rapporte aux producteurs et aux compagnies qui les délivrent, qui rapportent plus d'argent que le trafic de drogue tel qu'on le connaît actuellement. Et puis, il y a bien sûr des moyens extraordinaires pour ça. C'est une feuille, vous voyez, puis là-dedans, il y a des timbres. Ces timbres sont des timbres de stanozolol, en fait. C'est un peu comme dans les années 60-70, quand les hippies prenaient des timbres de LSD. Ici, vous avez 10 mg de stanozolol, ce qui permet... Le stanozolol, c'est ce que Ben Johnson avait pris. Le stanozolol, c'est la dose quotidienne que certains peuvent prendre. Donc maintenant, avec l'explosion du marché par Internet, évidemment, ces stéroïdes anabolisants sont vendus quasi librement. Pour prendre d'autres produits phares, l'érythropoïétine, encore une fois, même si la méthode de détection existe, elle est relativement efficace, la fenêtre de détection est relativement importante par cette méthode, mais cette érythropoïétine se retrouve sur le marché, comme on l'a dit, elle est utilisée de manière suffisamment subtile. Par exemple, on fait des microdoses, et ces microdoses vont être à la limite du détectable, à moins d'arriver quelques heures après l'injection. Donc, à quoi sert l'EPO?
intuitivement, on sait tous plus ou moins à quoi ça sert, c'est-à-dire que l'EPO qui, dans votre corps, est synthétisé au niveau des cellules rénales, va être transporté au niveau de la moelle osseuse, et la moelle osseuse est l'endroit où se fabriquent les globules rouges. Dans le fond, en prenant de l'EPO, on va activer la production de globules rouges et donc on va augmenter l'hématocrite, on va augmenter le nombre de globules rouges qui sont les transporteurs de l'oxygène jusqu'à la musculature. Et c'est comme ça qu'on augmente les capacités d'endurance en prenant de l'EPO. On peut le faire aussi, bien sûr, par une transfusion. Vous faites la même chose, mais dans des temps, un timing un peu différent. En faisant une transfusion, vous allez... en général, on transfuse directement les globules rouges et en faisant ces transfusions, plutôt que d'attendre que le processus se fasse par le biais de l'EPO, on aura directement une augmentation d'hématocrite et une augmentation des capacités d'endurance. L'EPO recombinante, elle existe depuis la fin des années 80. Vraiment, au niveau de l'histoire de la lutte contre le dopage, au niveau de l'histoire du dopage, on se rend compte que on est passé de l'ère, les années 80, c'est l'ère des stéroïdes anabolisants, Ben Johnson étant un peu le sommet de la courbe en 1988. Et puis, en passant sur les années 90, ce sont les sports d'endurance qui ont montré des performances absolument incroyables, et c'est certainement dû à l'utilisation de l'EPO. Les transfusions étaient déjà utilisées, mais l'EPO, indétectable pendant 10 ans, a créé une révolution à ce niveau-là. Et c'est vrai que disponible depuis 88, même action, et puis les capacités de récupération, on peut dire aussi que on pensait que l'EPO n'était utile qu'aux sportifs d'endurance pure. Très rapidement, on s'est rendu compte que, par exemple, la barrière du lactate, que les sprinters, et Marion Jones le sait bien, et d'autres, Montgomery, pas mal d'Américains, dans le sprint, ont utilisé également l'EPO, puisque ça avait un effet notamment d'amélioration de la récupération et des entraînements très durs auxquels s'astreignaient les sprinters. L'EPO, comme je disais, c'est quelque chose qui est injectable, donc il n'y a pas d'EPO, sauf de l'EPO encapsulé qu'on pourrait mettre, mais là c'est de la manipulation génétique qu'on pourrait mettre dans la musculature. L'EPO, c'est une forme de médicament qui ne peut fonctionner que si on l'injecte. Là, juste c'est le seul élément technique que j'apporte, mais juste pour vous dire ce qui se passe avec l'EPO et donner un peu une idée de la durée d'action et combien de temps ça met pour augmenter. Ici, on a travaillé avec des volontaires, vous voyez, pendant 5 semaines, sauf erreur. On a injecté de l'EPO à ces volontaires. Là, on leur a donné du fer aussi, parce que le fer est utile à la fabrication de l'hémoglobine. Si on ne donne pas du fer à quelqu'un qui se dope à l'EPO, à un certain moment, il ne va plus pouvoir fabriquer des globules rouges, puisqu'il ne peut plus fabriquer d'hémoglobine. Donc, vous voyez, cette période-là, l'augmentation de l'hématocrite en bleu, vous voyez que ce n'est pas une augmentation qui est drastique. L'augmentation de l'hématocrite va se faire sur un temps relativement long quand même. Mais ce qu'on voit en rouge ici, ce sont les jeunes cellules entrez seulement. Ce qu'on voit en rouge ici, ce sont ce qu'on appelle les réticulocytes, mais ce sont les jeunes cellules de globules rouges. Avant que le globule rouge soit vraiment fonctionnel, il y a au sortir de la moelle osseuse, donc le centre de fabrication, en fait, on a des cellules qui sont reconnaissables, qui ne sont pas encore fonctionnelles, mais surtout qui sont des marqueurs de la stimulation de la moelle. Si vous voyez une augmentation comme ceci, cette augmentation, je veux dire, pour quelqu'un qui habituellement devrait se retrouver comme ceci, cette augmentation est due à une stimulation de la moelle osseuse pour la production de globules rouges. Cette stimulation, vous pouvez l'obtenir, pas aussi drastique que ça,
vous pouvez l'obtenir en allant en altitude. Évidemment que l'altitude, l'hypoxie va créer le même genre de signal biologique, c'est-à-dire qu'en mettant quelqu'un en hypoxie, le corps va dire il faut réagir pour absorber plus d'oxygène, je dois construire des globules rouges. Mais l'avantage, entre guillemets, de l'EPO par rapport à l'entraînement en altitude, c'est que cette augmentation-là est extrêmement significative, quand même assez rapide. Et c'est pour ça que les coureurs ont utilisé ce genre de produit. Juste pour finir avec ces éléments techniques, on parle aujourd'hui de passeport biologique. Le passeport biologique va justement regarder ces paramètres-là. Hein. L'hémoglobine, là c'est l'hématocrite, mais c'est parallèle à l'hémoglobine. Donc l'augmentation ou la variation d'hémoglobine, et puis ces réticulocytes sont utilisés également pour suivre un coureur, pour suivre un athlète d'endurance, de façon à voir si tout d'un coup, plutôt que d'avoir un steady state, hein, d'avoir une certaine valeur moyenne individuelle, si tout d'un coup il y a des sauts et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que le passeport, ça ce sont 3 passeports biologiques de 3 athlètes négatifs. Hein. En bleu, ce sont les courbes, là ce sont les prises de sang. Hein. Disons là, on peut penser que c'est sur une année, ces prises de sang avec voilà, des courbes, vous voyez qu'il y a quand même des variations. Il y a des variations individuelles. Si je vous prends à chacun d'entre vous, je vous prenais du sang sur une période d'une année, à raison par exemple d'une prise par mois, vous présenteriez certainement également une variation qui va dépendre de plusieurs facteurs, état d'hydratation, un métabolisme particulier. Ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'il y a une variation qui est normale. Et cette variation normale, moyenne pour un individu, en principe, si elle est plus importante à un certain moment, c'est-à-dire que si ici, plutôt que de se retrouver en dessous de ces lignes rouges qui ont été calculées par un soft statistique relativement complexe, ces lignes rouges correspondent à la limite individuelle inférieure et supérieure qui est définie pour un coureur. Dès qu'on dépasse, en fait, on va entrer en discussion pour établir un passeport positif, hein, pour établir une sanction pour dopage. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment sur ces paramètres biologiques qui sont altérés par la prise d'EPO, qui seront altérés par une transfusion. Une transfusion, c'est la même chose. Hein. Tout d'un coup, on aurait une élévation très importante, drastique de l'hémoglobine ici. On sortirait des limites. Et à partir de ce moment-là, on va investiguer pour voir si véritablement c'est bien une manipulation, une transfusion par exemple, ou bien si c'est une pathologie, ce qui peut exister, évidemment. Voilà. Et on est bientôt à la fin. Je tiens les temps. Est-ce qu'on va vers le dopage génétique? C'est toujours la question qui se pose et je pense que c'est une question évidemment valable en soi. La réponse est très difficile par rapport à ça. On sait par exemple, vous connaissez peut-être ces problèmes de déficience en myostatine. Hein. La myostatine est un inhibiteur, un produit qui va empêcher la musculature de devenir comme celle-ci. Et bon, donc on connaît certaines déficiences en myostatine chez les animaux par exemple et chez des hommes, chez des bébés. C'est vrai qu'on peut travailler avec ceci pour artificiellement augmenter la musculature. Alors il y a plusieurs candidats finalement si on va à travers le possible dopage génétique. Il y a plusieurs candidats qui sont présents sans qu'on sache véritablement sur le long terme si ces pratiques qui sont recherchées en médecine. Évidemment que le dopage génétique, c'est une application dans le sport du génie génétique et des recherches que l'on fait
pour contrer certaines maladies. Donc on connaît un certain nombre de manipulations des gènes, soit celui de l'EPO, mais il y a des gènes, des facteurs de croissance sur lesquels on peut travailler également. Il y a la myostatine dont on parlait. Tous ces gènes sont à l'étude. L'incorporation de ces gènes pour stimuler soit la croissance, stimuler certaines performances artificiellement, c'est quelque chose qui se fait essentiellement sur des rats, sur les animaux pour l'instant. On ne pense pas, honnêtement, on ne veut pas peindre le diable sur la muraille, on ne pense pas qu'on soit de plein pied dans le dopage génétique actuellement. Mais si ça vous intéresse de changer d'allure et de devenir comme ceci, je pense que vous pouvez y aller. Voilà. Oui, c'est un montage, oui, quand même. Bon, en général, je les enlève parce que... Voilà. Alors, je ne sais pas du point de vue du timing s'il y a des temps pour une question, mais je sais que c'est bientôt le moment pour Grégoire. J'ai une question. Oui. Par rapport à l'utilisation de l'EPO, oui. n'a pas fait des résultats ou des performances. Ah oui, c'est vrai. Par rapport aux résultats, est-ce qu'il y a du recul sur les conséquences? Parce qu'il y a eu l'affaire qui a fait un petit peu exploser cette bulle de dopage de 98. Maintenant, les gens, on est à 12 ans maintenant de cette consommation régulière et abusive d'EPO dans le milieu cycliste en particulier. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le niveau de la santé de ces gens-là? Ouais. C'est la bonne question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse directe. Hein. C'est vrai qu'on s'est toujours posé la question sur les conséquences néfastes à court terme et à long terme. Bon, à court terme, dans le fond, quand Björn Ries avait, lors de son Tour de France en 96, avait 60% d'hématocrite, on pouvait se dire que une fois son cœur allait serrer, quoi, en gros. Hein. Et c'était l'époque de l'utilisation sans limite de l'EPO. Et il y avait ce risque à court terme, et c'est d'ailleurs ce risque à court terme qui était pressenti par les coureurs, hein, les coureurs qui se levaient la nuit. C'est pas une légende vraiment, qui se levaient la nuit parce que le rythme cardiaque naturellement des coureurs d'endurance, il était très bas, avec un sang qui devenait du ketchup, comme il le disait. Il y avait un risque, pas du tout pendant la course, mais pendant la nuit, que le cœur s'arrête. C'est ce qui a fait que certains coureurs de la commission des coureurs au niveau du cyclisme sont allés trouver les autorités et l'UCI pour leur dire, écoutez, trouvez un radar, faites quelque chose. Finalement, les tests de santé, ou qu'on les appelle n'importe comment, les tests hématocrites en 97 ont été introduits aussi sous la pression du milieu. Ils ont été acceptés par les directeurs d'équipe et les médecins parce qu'ils savaient qu'à un certain moment, il y en a un qui allait tomber, comme quand ils prenaient les amphétamines et Simpson dans les années 70, enfin 69. Maintenant, à long terme, très difficile, d'autant plus qu'à un certain moment, ils ont diminué quand même. C'est-à-dire que les utilisateurs d'EPO, bien sûr, il y a eu des grosses utilisations d'EPO dans les années 90 jusqu'aux années 2000. En 2000, il y a un test qui a été mis au point pour détecter la prise d'EPO. Et à ce moment-là, une des premières réactions des coureurs, ça n'a pas été d'arrêter, mais ça a été de l'utiliser de manière plus intelligente, entre guillemets. Et donc, je dirais certainement moins dangereuse, en tout cas sur le court terme, puisqu'il y avait des limites d'hématocrite, il y avait des limites, disons, raisonnables qui avaient été mises au point. Maintenant, on a l'impression que sur le long terme aussi, ça devait avoir un effet raisonnable sur les séquelles à long terme. Les séquelles à long terme, d'après moi, on ne les a pas encore vues vraiment. C'est-à-dire qu'on parle d'hormones, il y a toujours un effet quand vous prenez pendant une période assez importante des produits qui vont affecter votre système hormonal.
l'impression, quand on en discute avec des pathologues, des spécialistes en hématologie, des spécialistes du sang, ils nous disent, ouais, les gens qui en ont abusé pendant les années 90, on devrait plutôt commencer à les voir maintenant, les séquelles. Mais on n'en est pas sûr. Honnêtement, j'aimerais bien pouvoir peindre le diable sur la muraille et puis dire que ça va se passer comme les Allemandes de l'Est qui ont pris des produits, comme tous ceux qui ont abusé des anabolisants entre les années 70 et 90, dont on voit certainement les séquelles. On a vu pour certains directement, surtout chez les femmes. Pour les PO, on n'a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas de cas à démontrer qu'il y ait une relation entre une pathologie qui soit apparue à un certain moment avec les prises massives pour certains des PO dans ces années-là. Merci. Oui. À l'équipe, on a entendu parler que récemment, on a entendu parler que l'équipe algérienne de Oui. qui était suivie par des médecins soviétiques dans les années 80, qui aurait éventuellement un lien avec un éventuel, parce que je n'ai pas les chiffres, c'est des choses qu'on a vues uniquement dans la presse, d'enfants qui auraient eu des problèmes de santé parmi ces joueurs. Alors est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet aussi directement? Est-ce qu'il y a des informations qui poussent à penser qu'effectivement il pourrait y avoir un lien entre le dopage et puis des malformations dans la descendance? C'est vraiment, effectivement, c'était une assez bonne réponse à Yannick Noah, puisque je ne vais pas parler de Yannick Noah, mais dans le fond, scientifiquement, c'est assez difficile à imaginer, parce que là, ça veut dire, pour des joueurs mâles, qui ont pris certes des hormones, mais est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir, dans ce cas-là, on doit parler d'effets sur la génétique, hein, et donc un effet sur que son spermatozoïde soit transformé. C'est assez difficile à imaginer. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées? Encore une fois, bon, voilà, pour les gens qui sont dans la lutte antidopage, disons au niveau préventif, ce serait intéressant de pouvoir prendre ce genre d'exemple pour dire faites attention. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a surtout vu, c'est quand même un effet direct, et ça, chez les soviétiques, mais surtout les Allemands de l'Est, en rouvrant les dossiers de la Stasi, il y a quand même quelques exemples assez importants sur des modifications intrinsèques chez l'individu plutôt que sur sa descendance, disons. J'ai envie de poser la question qui peut peut-être déranger. Au niveau des déontologies, le dopage, je sais que c'est vrai que c'est quelque chose d'abominable, mais au niveau thérapeutique, vu les efforts que les sportifs de haut niveau font, les enchaînements, je reviens à l'EPO, comme on n'arrive pas à prouver que l'EPO en lui-même peut avoir des effets négatifs, est-ce que, je dirais, quelque part, il n'y a pas des effets thérapeutiques? Bon, le fait qu'on ne puisse pas démontrer de manière... il y a quand même, je veux dire, augmenter l'hématocrite à long terme, l'augmenter significativement par rapport à sa valeur naturelle. Encore une fois, c'est un phénomène hormonal, c'est jouer avec les hormones. Et puis, je ne sais pas si à long terme, il y aura des problèmes. On ne peut pas les démontrer, mais on ne les a pas encore vus. Du point de vue, je dirais, pas seulement déontologique dans ce cas-là, mais du point de vue médical, le fait de jouer avec des hormones chez quelqu'un qui est en bonne santé, et où on n'a pas pu démontrer que faisant des grands efforts comme ça, en faisant de la substitution d'hormones, on va améliorer son état de santé, parce que ça, c'est l'autre chose. Évidemment, on se dit, il n'y a pas d'effet, donc, du point de vue thérapeutique, on va améliorer sa santé en lui permettant de faire ce qu'on appelle
de la thérapie de remplacement ou une substitution. Enfin, c'est le rééquilibrage hormonal qui était apparu dans les années 80. Si on discute avec les grands spécialistes, ils disent non, ça ne marche pas. Évidemment, intellectuellement, on se dit, voilà, c'est normal, ils font ça, pourquoi est-ce qu'on empêche Floyd Landis de se mettre un patch supplémentaire? Parce que c'est ce qu'il a fait, hein. Il en prenait tous les soirs, on ne l'a pas chopé. Et puis quand il a perdu son étape et perdu le maillot jaune, il s'en est remis et puis il s'est fait choper à ce moment-là. C'était du dopage, ce n'était pas du rééquilibrage, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais toutes ces discussions par rapport à l'utilisation de ces médicaments, par rapport à ce que, de manière un peu facile, on pense que c'est du rééquilibrage, c'est remettre les gens sur pied pour pouvoir faire leur travail professionnellement. En fait, il n'y a rien qui est prouvé, quoi. Comme on ne peut pas prouver actuellement les effets néfastes de l'utilisation de l'EPO, c'est sûr qu'il faut laisser faire la nature à un certain moment. Et puis, ce qui est certain, c'est que, encore une fois, si je reprends l'exemple de Björn Ries, il y avait plusieurs aspects. Bon, lui, il risquait quand même sa vie en exagérant. Hein. Lui qui allait à 60%, nous, on le sait, hein, on est allé avec mon épouse vérifier Deutsche Telekom ces années-là quand il y avait les contrôles. Björn Ries, c'est quelqu'un qui était entre 43 et 44% d'hématocrite. Il a fait monter, je crois, 60%. Et il n'y a personne dans le milieu du sport qui va aller lui dire « Non, mais reste raisonnable. À 43, 44, tu restes à 43, 44. Tu vas juste te maintenir à un certain niveau. » Dès qu'on commence à jouer avec ça, dès qu'on commence à jouer avec la seringue, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un rééquilibrage, l'objectif, c'est de gagner des places et c'est d'aller plus loin. Dans ce cas-là, jouer avec ça, c'est jouer à l'apprenti sorcier. En fait, on ne le sait pas. Si je vous injecte de l'EPO pendant une grande période alors que vous n'en avez pas besoin, en principe, parce que personne ne pourra dire aujourd'hui qu'on a besoin d'EPO pour faire les Tours de France. C'est pas juste. Ce qui est juste, c'est qu'il y a une certaine fatigue, il faut s'entraîner pour contrer cette fatigue, il faut faire un certain nombre de choses, mais bien sûr, si par définition on arrive à grimper plus vite l'Alpe d'Huez parce qu'on a plus de globules rouges, eh bien, on va s'injecter suffisamment d'EPO ou on va se faire des transfusions pour avoir suffisamment de globules rouges pour battre l'adversaire. Mais pour moi, ce n'est pas que purement déontologique au niveau du sport. Au niveau de la santé, je pense qu'il n'y a non plus aucune preuve qu'un rééquilibrage hormonal soit quelque chose de praticable et acceptable au niveau médical.